Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Aladine Bourjordi rend hommage à l'armée libanaise à l'occasion de la fête de l'institution militaire. Le président de la commission iranienne des affaires étrangères salue notamment la lutte de la troupe contre Israël et le terrorisme. Toujours à l'occasion de la fête de l'armée, le général Jean Karouaji appelle les militaires à protéger les frontières du pays face aux menaces djihadistes et à protéger la paix civile. En Syrie, les djihadistes alliés aux rebelles mènent des contre-attaques au sud et au sud-ouest de la ville d'Alep. Objectif, mettre la pression sur les forces du régime qui assiègent la ville. Le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Parlement iranien, Aladine Bourjordi, en visite officielle au Liban, le responsable iranien devrait s'entretenir durant son séjour avec le Premier ministre Tamam Salam, le président du Parlement, Nabi Berri, des députés du bloc parlementaire du Hezbollah, des factions palestiniennes et des dignitaires religieux. Il a rencontré ce lundi le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, lors d'un point de presse. Le responsable iranien a rendu hommage à l'armée libanaise à l'occasion de la fête de l'institution militaire. Il a notamment salué la lutte de la troupe contre Israël et le terrorisme, insistant sur son rôle dans la préservation de l'indépendance du Liban. Et à l'occasion de la fête de l'armée qui célèbre ce 1er août le 71e anniversaire de sa fondation, ce message du chef de la troupe, le général Jean Karouaji, appelle les militaires à protéger les frontières du pays face aux menaces djihadistes et à protéger aussi la paix civile. Il a également réitéré son engagement à libérer les 9 militaires otages des islamistes syriens depuis plus de 2 ans. En raison de la vacance à la présidence de la République, toutes les cérémonies ont été annulées. Dans le reste de l'actualité, l'ONU avait normalement jusqu'à ce lundi 1er août 2016 pour relancer les pourparlers de paix intersyriens. L'envoyé spécial en Syrie, Staffan de Mistura, a toutefois annoncé qu'il espérait pouvoir réunir le régime de Bachar el-Assad et les rebelles à la fin août. Sur le terrain, entre-temps, les djihadistes alliés à des rebelles ont mené des contre-attaques au sud et au sud-ouest de la ville d'Alep. Objectif, mettre la pression sur les forces du régime qui assiègent la ville. Noémie Roche. Ces enfants tentent de se protéger des bombardements du régime. À Alep, c'est devenu l'une des armes de la population des quartiers assiégés. Mettre le feu à des pneus pour obscurcir le ciel et gêner la visibilité des pilotes. Depuis plus de 2 semaines, les troupes du régime de Bachar al-Assad assiègent totalement les quartiers aux mains des insurgés. Avec le soutien des Russes et des milices chiites, elles ont réussi début juillet à couper le dernier axe d'approvisionnement des rebelles menant au nord, la route du Castello. Depuis, les quelques 250 000 civils qui vivent toujours dans les quartiers insurgés sont coupés du monde. Cet hôpital a été détruit lors d'un bombardement. Pour desserrer l'étau, les rebelles désormais alliés aux djihadistes ont lancé une contre-offensive ce dimanche. Objectif, ouvrir une nouvelle route d'approvisionnement au sud de la ville. Il s'agirait de la plus importante contre-attaque des insurgés depuis des mois que dure la bataille d'Alep. La cité est aujourd'hui en grande partie détruite, mais elle reste stratégique, notamment en raison de sa proximité avec la frontière turque. 11 soldats turcs, justement, ont été arrêtés dans la région de Oula, près de Marmaris. Annonce ce lundi du ministère de l'Intérieur turc que les militaires sont suspectés d'avoir fait partie du commando qui a attaqué l'hôtel où se trouvait le président turc Recep Tayyip Erdogan la nuit de la tentative de coup d'État. Un soldat de ce commando serait encore en fuite. Près de 1400 militaires ont été limogés en Turquie, dont le conseiller militaire le plus proche du président Erdogan, selon un décret officiel publié dimanche, alors que le pouvoir resserre toujours son contrôle sur l'armée. Le cousin d'Abdelmalek Petitjean, l'un des 2 terroristes de Saint-Étienne du Rouet en France, a été donc mis en examen et écroué dimanche soir, annonce du parquet de Paris. Les enquêteurs estiment qu'il avait parfaitement connaissance de l'imminence d'un projet d'attentat. De son côté, un réfugié syrien qui avait été placé en garde à vue après son interpellation jeudi a été relâché. Les explications de Lucie Debiol.
C'est dans cette banlieue résidentielle de Nancy, à Haye-le-Court, que l'un des deux terroristes est venu passer quelques jours au tout début du mois de juillet. Il a dormi ici chez son cousin, âgé de 30 ans. Quelques heures après l'attentat, celui-ci s'était rendu spontanément dans un commissariat. Placé en garde à vue, il vient d'être mis en examen. Dans un communiqué, le procureur de Paris apporte ses précisions. Il avait parfaitement connaissance, si ce n'est du lieu et du jour précis, de l'imminence d'un projet d'action violente de son cousin. Plusieurs jours après la prise d'otage au cours de laquelle le prêtre Jacques Hamel a été assassiné, les enquêteurs essaient toujours de comprendre comment les deux tueurs, séparés par 700 km, se sont rencontrés. L'étude de la messagerie en ligne Telegram risque de prendre du temps, mais d'ores et déjà, il y a des certitudes. Le 19 juillet, l'homme qui habitait Saint-Étienne-du-Rouvray envoie plusieurs messages comme celui-ci à de nombreux correspondants. Tu prends un couteau, tu vas dans une église, tu fais un carnage. Le 22 juillet, les deux terroristes communiquent ensemble sur la messagerie cryptée. Mais difficile de savoir s'ils se connaissaient avant et qui les a mis en contact. Le lendemain, le 23 juillet, l'étude du téléphone de l'ex-oie le prouve, il se trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray, la ville du deuxième homme. 3 jours plus tard, ils commettent ensemble l'irréparable dans la petite église de Normandie. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, un attentat de très forte puissance à Kaboul contre un hôtel accueillant des civils et militaires étrangers. Les talibans ont revendiqué cet attentat au camion piégé contre l'hôtel Northgate déjà visé en 2013. Le bilan ne donne pour l'instant aucune indication sur d'éventuelles victimes parmi les occupants de l'établissement. Les 3 assaillants ont été tués. Inès Olagaray nous en dit plus. Devant l'entrée du Northgate Hotel, un gigantesque cratère. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h30 du matin, un camion piégé explose contre le mur d'enceinte, ouvrant la voie aux assaillants. Le bruit de l'explosion nous a réveillés et nous avons vu les forces afghanes se déployer tout autour de nos maisons. L'explosion était si forte qu'elle m'a projeté à 1 mètre de mon lit. J'avais très peur, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Puis nous avons compris que des talibans étaient entrés dans la zone et qu'il y avait des affrontements. Très vite, les talibans revendiquent l'attaque. Les forces de sécurité afghanes bouclent la zone. Le siège va durer 7 heures. Ce n'est qu'au lever du jour que l'assaut est donné. Les 2 assaillants ont été tués par les forces de sécurité afghanes. À l'intérieur, personne n'a été tué ou blessé. Mais malheureusement, un policier est mort et 3 autres ont été blessés en empêchant les assaillants de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. L'hôtel Northgate est connu pour accueillir des civils et militaires étrangers. Il avait déjà été visé par une attaque similaire en 2013. 9 personnes avaient été tuées. On est à un peu plus de 3 mois de l'élection présidentielle américaine et les polémiques s'enchaînent pour Donald Trump, le candidat républicain. Il affronte par médias interposés un couple d'immigrés pakistanais qui s'est exprimé pendant la convention démocrate pour rendre hommage à leur fils, un soldat tué en Irak en 2004. Les explications de Florent Rodeau. C'est la dernière polémique en date lancée par Donald Trump. Déjà sous le feu des critiques, le candidat républicain à la Maison-Blanche a remis de l'huile sur le feu lors d'une interview diffusée ce dimanche. Sa femme, si vous regardez sa femme, elle se tenait debout, elle n'avait rien à dire, elle n'avait probablement pas le droit de dire quoi que ce soit, me direz-vous. Pour la mère du soldat décédé, ce n'est pas sa religion qui l'a empêché de parler, mais bien son émotion encore vive lorsqu'il s'agit d'évoquer son fils. En ne disant rien, tout le monde, tous les Américains ont ressenti ma douleur. Lorsque Donald Trump parle de l'islam, c'est un ignorant. Tout commence jeudi dernier, lorsque Reiser et Ghazala Khan se présentent à la tribune de la Convention démocrate. Les parents d'Humayun Khan, tombés au combat en 2004 en Irak, y prononcent un véritable plaidoyer en faveur d'Hillary Clinton et dénoncent les propos anti-musulmans de Donald Trump. Si ça avait été Donald Trump, mon fils n'aurait jamais pu être en Amérique. Donald Trump passe son temps à salir la réputation des musulmans. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà lu la Constitution des États-Unis ? Je serais heureux de vous prêter mon exemplaire.
Pour Donald Trump, c'est bien sa rivale démocrate qui a orchestré les attaques formulées à son encontre jeudi dernier. Hillary Clinton a, elle, immédiatement pris la défense du couple, dénonçant des insultes et des commentaires désobligeants sur les musulmans. À 5 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, Rio ne ressemble pas à la carte postale dont les organisateurs ont toujours rêvé. Hier, des milliers de Brésiliens ont manifesté dans les principales villes du pays. Pro-Dilma Rousseff d'un côté, anti-Dilma Rousseff de l'autre. Dilma Rousseff visée par des accusations de falsification de comptes publics et sous le coup d'une procédure de destitution qui pourrait aboutir en septembre. Elle se dit victime d'un coup d'État parlementaire orchestré par le vice-président Michel Temer qui assure son intérim. Dilma Rousseff ne sera donc pas dans les tribunes du stade Maracanã de Rio vendredi prochain pour la cérémonie d'ouverture. C'est le très critiqué donc Michel Temer qui déclarera ouvert les Jeux. Il se dit prêt aux huées et aux sifflets de la foule. Et pendant la parade d'ouverture des JO, une délégation sera observée de très près, celle de la Russie. Combien de sportifs russes défileront? Nul ne le sait pour le moment. Le CIO a encore 4 jours pour exclure ou repêcher les athlètes écartés pour soupçon de dopage. Les explications de Ludovic de Foucault. Des athlètes russes arrivent à Rio, mais la délégation, qui devait initialement compter 387 membres, s'est considérablement réduite. Depuis la publication du rapport McLaren, diligenté par l'Agence mondiale antidopage le 18 juillet, environ 120 athlètes russes ont été officiellement exclus pour cause de dopage. Le rapport avance même des preuves de l'existence d'un système de dopage organisé dans le sport russe. Le CIO a donc réagi. Si ce système était appliqué de telle manière, il s'agirait alors d'une attaque contre tout ce que nous voulons représenter. Une attaque contre les Jeux Olympiques, une attaque contre nos valeurs. Ce sont les fédérations internationales qui, à la demande du CIO, doivent donner les noms des sportifs russes autorisés à se présenter aux épreuves olympiques. Mais pour s'assurer de ne pas léser des athlètes dits propres, le CIO a finalement décidé de confier à 3 de ses membres le soin d'établir la liste définitive de la délégation russe. Jusqu'où devons-nous aller pour punir un individu à cause des défaillances ou des manipulations de son gouvernement? Le CIO défend donc autant que possible la présence russe aux Jeux Olympiques, mais l'organisation paraît avoir été prise de court par la publication du rapport McLaren. Le temps presse, la cérémonie d'ouverture est prévue vendredi 5 août. Et on suivra aussi de très près la délégation de sportifs réfugiés, la première dans l'histoire de ces Jeux Olympiques. Les 10 athlètes de nationalité syrienne, congolaise, éthiopienne et soudanaise sont arrivés à Rio et avant de se lancer dans les compétitions, eh bien, ils font un peu de tourisme. Regardez. Rio, ces Jeux Olympiques, être ici, c'est déjà une première victoire pour ces jeunes sportifs réfugiés. Un rêve inaccessible il y a quelques mois encore. Ils viennent de Syrie, du Congo, d'Éthiopie et du Soudan du Sud. Les gens nous attendaient à l'aéroport, tellement contents de nous voir. Même au village olympique, ils sont heureux de nous voir. On a tellement d'amis. C'est super d'échanger avec eux. Ces 10 athlètes composent l'équipe olympique officielle des réfugiés. Nous avons tous cette farouche volonté de ne jamais renoncer. Et nous avons fait beaucoup pour arriver jusqu'ici. Nous avons vécu beaucoup de situations difficiles, mais nous avons continué parce que nous avons des rêves. Le sport les a sauvés, comme Popol Mizenga qui a quitté seul dès l'enfance son Congo natal en proie à la guerre. Si mon frère, que je n'ai pas vu depuis des années, me voit à la télé, qu'il sache que je suis ici, au Brésil, que j'ai envie de le voir, de le retrouver un jour. Je lui envoie des baisers où qu'il soit et je pense à lui. J'espère pouvoir réunir ma famille. Cela fait si longtemps que je ne les ai pas vus. Un mental à toute épreuve, des mois d'entraînement pour se retrouver à Rio ensemble et fiers, unis sous la bannière olympique.
Et c'est ce lundi à 18h que devrait finalement avoir lieu le match retour de la finale de Coupe de football palestinienne. Le vainqueur de ce match obtient un billet pour la Coupe d'Asie des clubs. La rencontre initialement prévue samedi a dû être reportée entre l'équipe d'Hébron et celle de Gaza. Israël a refusé à 6 des joueurs gazaouis ainsi que leur entraîneur de se rendre en Cisjordanie où le match devait se tenir. Ils ont été interrogés pendant plus de 12 heures par les autorités israéliennes au point de passage d'Eretz entre Gaza et Israël. Les Palestiniens dénoncent ces restrictions et ont écrit à la FIFA. Fin de ce journal, le rappel des titres. Alaeddine Bouroujerdi rend hommage à l'armée libanaise à l'occasion de la fête de l'institution militaire. Le président de la commission iranienne des affaires étrangères salue notamment la lutte de la troupe contre Israël et le terrorisme. Toujours à l'occasion de la fête de l'armée, le général Jean Karouaji appelle les militaires à protéger les frontières du pays face aux menaces djihadistes et à protéger également la paix civile. Et en Syrie, les djihadistes alliés aux rebelles mènent des contre-attaques au sud et au sud-ouest de la ville d'Alep. Objectif, mettre la pression sur les forces du régime qui assiègent la ville. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À très bientôt.